Adieu, mon bon. Comment il est? Correct? Correct même. Aujourd'hui, c'est la saison barrageur. Bonne barrageur, ils sortent de temps en temps, ça. Ça les comme un peu notre carrière. Quand ils sortent, ou peut être sûr, un baisement, il vient pour nous. Un coup, je te l'ai dit, faut faire barrage, parce que c'est les barrageurs. Faut faire barrage dans les élections. Aujourd'hui, nous, les dans le baisement, ça même. Ce coup-ci, nous fait barrage, exact alors. Pour ça que je te l'ai fait lire l'autre coup. Ben, ou les sûr, c'est nous-mêmes qui savons gagner le baisement. Chemin les barrés, il coupe l'électricité, n'a plus l'essence. Je te fais que rajouter tracas pour nous de bonne. Même il demande à moi si ça n'est pas organisé par bonne là même. Hein. Mais dis ça, c'est histoire barrageur ça. À nous en profiter pour réviser un peu notre histoire de notre pays. Mais notre pays pour de vrai. Comme chemin les bouchers, n'a plus l'essence. Le prix marchandise, ça va augmenter. C'est comme quand la pluie tombe, tomate augmente. Écoute bien les histoires là. Mais ces histoires, ils datent, hein. Le petit film là a été tourné il y a une dizaine d'années. Mais il y en a des trois petits causements encore bons dedans. La place du marronnage dans l'histoire de la Réunion. L'histoire officielle nous raconte que l'île Bourbon était inhabitée avant l'installation des premiers Français en 1665 et qu'il y a eu plusieurs tentatives d'occupation de ce territoire avant cette date, ce qui a démontré que la vie y était possible. Sur des cartes anciennes, l'île y est répertoriée. Sûrement que les navigateurs l'ont utilisée comme escale pour se ravitailler. Les textes anciens racontent aussi la facilité avec laquelle on pouvait se procurer du gibier et de l'eau douce. En 1646, Jacques de Prony, alors gouverneur de Madagascar, fait déporter à Bourbon 12 mutins. L'île est alors utilisée comme lieu de détention. En 1663, 2 ans avant l'installation officielle, il y aura une nouvelle tentative de colonisation. Cette fois-ci, c'est le Saint-Charles qui débarque 2 Français et 10 Malgaches volontaires à Bourbon. Avec la mise en place de la Compagnie des Indes par Colbert, Étienne Regnault débarque à Saint-Paul avec une vingtaine de marins, ouvriers et artisans. La colonisation de Bourbon commence réellement en 1665. L'île ne sera plus jamais inhabitée et restera toujours une source de profit pour le royaume de France. L'île devient une colonie de peuplement et accueillera des hommes et des femmes venant de France, de Madagascar et de l'Inde portugaise. L'île Bourbon des origines est donc placée sous le signe du métissage. Le manque cruel de femmes se fait rapidement sentir. L'entente n'est plus au beau fixe entre les habitants, ce qui pousse les Malgaches à s'enfuir dans les hauts de l'île. En 1674, une ordonnance est prise par le gouverneur Jacob de La Haye, alors vice-roi des Indes. Cette ordonnance indique que tous les habitants de l'île doivent prêter un serment de fidélité sous peine de vie pour ceux qui s'y refuseront ou s'y déroberont. Chacun fera des efforts
pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne. Il sera donné récompense à ceux qui pourront les prendre vifs ou morts. Ainsi, l'histoire des Réunionnais est inscrite dès le commencement dans un ordre juridique de soumission. Dès son acte de naissance, c'est une société disciplinaire. Le marronnage qui s'invite alors débute à ce moment-là. Les fuites vers les hauteurs inaccessibles et inhospitalières de l'île s'amplifieront avec le développement de l'esclavage. Les îles sont des prisons et l'océan une muraille. À l'intérieur de ces murs d'eau, la plantation coloniale, le camp des esclaves fonctionne comme des espaces de réclusion. La liberté de circuler est antinomique à l'ordre colonial. Des blancs marrons, fuyant les égarements du gouverneur de la Hure, à la réclusion et au péage d'aujourd'hui, en passant par le marronnage des esclaves qui tentent d'échapper au joug des maîtres. L'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'une île et de sa lutte pour être reconnue comme un espace à la fois identique et différent. Ce combat n'est l'apanage d'aucune orientation politique particulière, d'aucun parti, d'aucun courant. Bien avant que les notions de droite et de gauche n'apparaissent, le marronnage relève un axe politique qui refuse l'oppression. Le marronnage, c'est quoi? Le marron est un esclave fugitif. Les marrons vivent en groupe dans des camps retirés. En 1715, la découverte de caféier à Bourbon montre que cette plante peut y être exploitée. Bourbon devient une colonie de plantation. Au nom du roi, les colons sont tenus de cultiver une certaine quantité de caféier sur chaque habitation. Les besoins en main-d'œuvre nécessaires pour cette culture entraînent alors un accroissement de la traite négrière. En 1723, un système esclavagiste de plantation est officialisé par les lettres patentes à Bourbon. Un code noir est en vigueur et règle la vie des esclaves sur les plantations. S'amplifie alors la fuite d'esclaves. Le petit marronnage est la première forme de rébellion. L'esclave rejoint vite l'habitation. Le grand marronnage, quant à lui, est en général soigneusement préparé. Une organisation est nécessaire pour la survie de chacun dans le groupe. La vie de liberté dans les camps impose un retour à une existence naturelle, l'occasion de renouer avec ses pratiques cultuelles. Les grands marrons organisent des descentes dans les bas pour se procurer des vivres, des outils, des armes et aussi des femmes. C'est souvent la crainte d'une punition trop sévère, de mauvais traitements ou des conditions de travail sur l'habitation qui poussent l'esclave à fuir. La soif de liberté entraîne alors les fuyards vers une existence choisie dans des espaces les plus inaccessibles de l'île. À partir de 1725, les marrons refusent en permanence de perdre la vie dans la traque incessante organisée par le système esclavagiste. Le marron n'a aucune envie d'être repris, cruellement châtié et à nouveau rendu à la pénible servitude. Ces menaces sont pires que la mort, d'où le choix du suicide comme ultime combat. Des détachements conduits par des chasseurs professionnels comme Duguin, Dallot, Mussard se spécialisent dans la chasse aux marrons. Ces chasseurs opèrent dans et hors de l'île. La vigueur et la brutalité de cette chasse
a fortement fait reculer le marronnage sans le faire disparaître totalement. Et le 20 décembre 1848, Sarda Garriga met fin à un système qui n'est plus rentable. Il dédommage les propriétaires et rend possible une nouvelle forme de colonisation. C'est l'engagisme. Désormais, les marrons, comme les esclaves, sont des réunionnais libres. Vivre ensemble dans mon pays Zombrie, sur ma terre natale. C'est quoi? C'est laisser la population s'accroître démesurément par la natalité et l'immigration, en faisant croire que pour maîtriser le chômage, la pauvreté, les désordres sociaux, il suffit de recourir à l'octroi d'emplois précaires, à la perception d'allocations, à l'expatriation, baptisée mobilité, ou encore à vendre notre âme pour l'argent des touristes. C'est ça, vivre ensemble, ici? C'est nier l'existence d'un peuple, en manigançant tous azimuts, pour reléguer sa langue au rang de sympathique patois, pour reléguer sa culture au rang de folklore divertissement et ne pas enseigner l'histoire de ce peuple à l'école. C'est prétexter un aveu d'incompétence pour ne pas prendre part à la résolution des problèmes liés à l'instruction publique, à l'éducation des jeunes et des moins jeunes, en acceptant bien volontiers que l'éducation des enfants sont à la seule charge des enseignants. En faisant croire à la population que les constructions de bâtiments, les créations de postes, l'assimilation par la langue dominante, l'application d'un calendrier scolaire plus ou moins aménagé suffiront à compenser le non-épanouissement des Réunionnais dans leur créolité, c'est ne prendre en considération qu'un seul mode de transport, la voiture automobile, en laissant superbement ignorer que le chemin de fer, la voie maritime, ont été expérimentés dans le passé. C'est réduire la réflexion sur le développement du pays au seul aménagement prioritaire des zones urbaines et des structures qui servent à les alimenter, comme si on était encore à l'époque reculée des concessions littorales ou à celle moins lointaine du Saint-Denis et les quartiers. C'est confisquer les terres pour la seule production de l'industrie sucrière, pour la seule sauvegarde des espèces forestières, en frontiérisant les espaces intérieurs et en ne développant pas de façon conséquente la production locale pour couvrir les besoins alimentaires d'une population qui enfle. C'est ça, vivre ensemble, dans mon pays Zombrie? Somme toute, jusqu'à présent, les citoyens du pays réunionnais sont dans l'ignorance de l'histoire de leur pays natal. Ils restent à la merci des projets de développement venus de l'extérieur. Ils continuent de croire, par slogans publicitaires interposés, qu'il n'y a pas de problème pour la cohabitation des composantes de ce peuple créole, qu'ils tournent définitivement le dos à la mer, par nature, que le tout automobile, le tout canne à sucre, le tout touriste sont les seules planches de salut qui leur restent.
et ils continueront de crouler sous l'accumulation des déchets de leurs consommations effrénées. Ici la Réunion, quand il est ensalé, voisine rayonnée, la partie marron. Ici la Réunion, quand il est ensalé, voisine rayonnée, la partie marron. Le temps du dire est terminé. Le temps de la parole est terminé. Et maintenant arrivé le temps de l'action. Et c'est vrai qu'ici, on est en train de dire, mais dans chaque exposé, on voit bien que il y a urgence aujourd'hui, face aux difficultés du temps, et bien d'agir. Et Paul Junot est revenu sur une idée qui avait été développée ce matin, l'idée de cohérence. Je parlais plutôt de congruence. Il faut qu'on soit en congruence, c'est-à-dire que l'homme a la capacité de penser, il a la capacité de mettre sa pensée en mots, et ensuite il faut traduire ces mots en action. Et il faut que tous ces éléments-là, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, soient en alignement. Il faut que nos actions correspondent effectivement à nos principes. Il faut qu'il y ait un alignement entre tout ça. Et depuis ce matin, en intervenant, j'avais insisté sur le fait qu'il nous faut agir. Et j'avais cité l'exemple des esclaves marrons. Certes, en leur temps, ils avaient été qualifiés criminels, puisqu'ils avaient été achetés pour travailler, ils quittaient l'habitation, ils rompaient le banc. Et pour les maîtres, c'était une perte sèche, puisque l'esclave n'étant plus présent, s'ils avaient un ennui, ils ne pouvaient vendre leur esclave, mais en même temps, l'esclave ne travaillant plus, eh bien, il ne retirait plus rien de son esclave. Donc, c'était une perte économique, alors que l'esclave, je disais, n'était pas du tout dans cette approche-là, et pour lui, ce qui importait, c'était de reconquérir sa liberté d'une part, pour agir, pour donner un sens à sa vie, en renouant avec son passé, le passé de sa terre natale. Et pour l'essentiel, pour les plus anciens, pour les plus vieux, qui étaient venus ici et qui sont allés presque sans tarder en marronnage, c'était pour renouer avec le culte des ancêtres, parce que pour l'Africain, pour le Malgache, comme pour l'Indien aussi, eh bien, la vie n'est pas possible sans cette alliance entre les vivants et les aînés et les ancêtres. Et donc, comme ils avaient laissé leurs ancêtres, leur tombeau ancestral dans leur pays, et ils savaient très bien qu'en venant ici, eh bien, ils ne pourraient pas être inhumés autour du tombeau ancestral, et ne pas être inhumés autour du tombeau ancestral, c'était voir son âme être condamnée à errer. Cette perspective de l'errance a poussé ces esclaves à partir dans la partie haute, à s'élever, en mobilisant toute leur énergie, afin de reconstituer un tombeau et de reconstituer ensuite le culte ancestral. Pour que l'après-mort, eh bien, soit envisagé avec sérénité. La mort et l'après-mort soient envisagés avec sérénité. À partir de là, la leçon qu'il nous donne, c'est qu'ici, il faut agir. Et il faut agir sans moyens. Quand ils partent, naturellement, ils n'ont pas d'outils, mais il faut eh bien qu'ils subsistent. Certains vont faire des razzias pour revenir prendre des outils. Parfois, certains iront aussi avec quelques outils qu'ils avaient pris sur l'habitation. Mais ensuite, il fallait travailler et mettre en valeur. Donc, il faut agir sans moyens. Et si je quitte le monde des esclaves pour aller vers le monde des Blancs,
Il faut savoir que quelques jeunes qui refusaient l'esclavage et qui considéraient que l'esclavage est un sol immonde que les regards de Dieu n'ont jamais fécondé, je cite là une phrase de la Caussade, eh bien, qui rejetaient ce système qu'ils héritaient finalement de leurs aînés, de leurs parents, ils ont su réfléchir, rejeter le système, et ils ont su proposer des projets pour sortir de cette voie d'esclavage et pour instituer la société nouvelle.